Donc, moi, je m'appelle Yves Roy. J'ai créé une société qui s'appelle AgroNature Service en 2010 pour déposer un brevet sur une méthode d'agronomie naturelle. J'ai fait des études de physique nucléaire il y a très très longtemps et j'ai été 25 ans agriculteur et producteur de melons dans une région, les centre-ouest. Mais j'ai également produit un peu en Afrique, un peu au Maroc, un peu en Espagne, un peu au Portugal. J'ai loué une exploitation agricole au Portugal pendant quelques années. Et j'avais aussi créé une société commerciale qui s'appelait Derby et qui commercialisait les fruits et légumes de producteurs en direct sur l'Europe entière, enfin même un peu sur l'Asie aussi. On faisait 60 millions de francs de chiffre d'affaires en 1999 et j'ai tout arrêté en janvier 2000 suite à des problèmes de santé à propos de diabète pour moi et puis j'ai eu l'opportunité de céder mon entreprise de production au groupe Soldiv suite à des problèmes familiaux dans le groupe Soldiv. Et j'en ai profité et la société commerciale a été reprise par les commerciaux. On avait 3 commerciaux qui ont chacun repris une partie de l'activité et qui continuent d'ailleurs toujours à exploiter la société commerciale. C'est plus tout à fait les mêmes personnes, mais l'activité continue. Et mon entreprise agricole, elle continue toujours. Elle s'appelle Le Clos Rabelais, elle n'a pas changé de nom. Et elle produit toujours 150 hectares de melons, des potimarrons, des butternuts et autres, en bio et en conventionnel. Et puis donc, quand j'ai eu arrêté mes entreprises en 2000, mon choix s'est très vite porté sur mettre en place des procédés d'agronomie naturelle. Pourquoi? Parce que j'avais essayé depuis longtemps de faire des choses et ça ne fonctionnait pas. J'y passais pas assez de temps, j'avais pas le temps matériel pour m'en occuper. Et donc j'ai décidé de faire ça et pendant 10 ans, j'ai fait 2 choses différentes. J'ai fait un travail de consultant auprès de gros producteurs légumiers en général et Arbo, j'avais un client Arbo, à qui je vendais de l'expérimentation en même temps que je faisais du conseil culture. Ce qui m'a permis de financer mon expérimentation. Et j'expérimentais depuis la Hollande jusqu'au Sénégal, dans toutes les conditions climatiques. Alors, depuis 2-3 ans, on a arrêté ce système, mais il a duré jusqu'à 2020 pratiquement. Et ce qui fait qu'on a expérimenté tous nos principes actifs, tous les procédés qu'on utilise, dans toutes les conditions climatiques, dans tous les univers possibles et imaginables. Et ça a permis d'acquérir un certain savoir-faire. On a des résultats assez probants en général. Globalement, le niveau de résultat actuel, c'est en agriculture biologique, on améliore de 30 à 100% les résultats agronomiques. Les moins bons résultats sont autour de 30% d'amélioration de rendement. Les meilleurs résultats sont un doublement des rendements, avec une amélioration en même temps qualitative du produit sur le plan vitalité et sur le plan concentration des principes actifs. D'accord? Alors, ce qui intéresse beaucoup de gens, mais qui malheureusement ont beaucoup de difficultés à intégrer les dimensions nécessaires à utiliser pour y arriver. Parce qu'il y a quand même des exigences assez précises. Alors on va démarrer là-dessus. Je vous ai mis spécifiquement ici le programme que j'avais prévu, l'agronomie naturelle, les bases scientifiques, les pratiques pour la matinée. On va démarrer là-dessus et peut-être que tout le monde va se présenter avant. Maintenant que j'ai fini ma présentation. Je continue? J'enfile? Donc dans agronomie naturelle, il y a 2 mots qui sont utilisés, parce que l'autre c'est le L apostrophe, on ne va pas l'utiliser, mais il y a agronomie et il y a naturel. Et ce qui veut dire qu'on parle d'agronomie et on parle de nature. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'agronomie? Est-ce que c'est une pratique? Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est...
pour bien être d'accord sur les sujets qu'on va aborder, on va se mettre d'accord sur les mots et sur leur qualité. Hein. Et je vais essayer, il faudrait que vous me disiez ce qu'il y a pour vous, ce que contient nature dans agronomie et ce que contient agronomie. Alors, sachant... Oui? L'agronomie, c'est un peu la science du travail du sol, quoi. La science de l'agriculture, on peut dire. L'agriculture couvrant tous les domaines qui rentrent dedans. Sachant que dans l'agriculture, il y a aussi élevage, il y a tout ça, quoi. Hein? C'est quelque part la science de l'agriculture, mais quelque part, l'agriculteur de la science, il n'est pas capable de la vivre au quotidien, forcément de manière pratique. Et il faut essayer le plus possible d'en tirer des atouts pratiques directs. Hein. Alors, le plus difficile, c'est de déterminer la nature. Quelles sont pour vous les composantes de la nature qui interviennent au stade d'une agronomie naturelle? Climat. Climat. Tous les composants de la nature, hein, le soleil, l'eau, Le soleil. la terre, la vie microbienne. La terre. La vie microbienne. C'est un peu ça qui rentre dans la nature, quoi. C'est tous les sujets du vivant. Alors, il y a de manière surprenante, quand j'aborde ce sujet avec des agriculteurs, et notamment des vignerons, parce que je fais quelques réunions avec des vignerons, le premier mot que les vignerons bio ou biodynamiques y mettent en face nature, c'est vie. Et ils passent leur temps à la tuer avec du cuivre et du soufre. Donc, en clair, ils sont quand même convaincus que dans la nature, il y a de la vie et que cette vie, elle est reliée à des éléments naturels que vous précisez tout de suite, qui sont les éléments principaux du végétal, quand on fait de l'agriculture en production végétale. Et pour moi, la nature, dans sa relation au végétal, elle a des dimensions bien plus larges que ces éléments physiques et structurants de la vie du végétal, certes, indispensables, mais qui sont les conséquences d'une vie bien plus grande, et notamment d'une relation cosmique. Moi, je n'ai pas peur de parler de cosmos. Alors, ça peut faire peur. Là, vous me parlez de soleil. Moi, je parlerais plutôt de lumière, en général, parce que la lumière a des notions qui sont bien plus larges que le soleil. Certes, le soleil, il est notre étoile dans cette galaxie, mais il prend sa source à l'extérieur de cette galaxie et il renouvelle son information lumineuse en permanence et qui alimente toute la vie dans cette galaxie. Hein, puisque la vie, elle est directement reliée à la lumière. On va le voir après dans le détail. Mais c'est hyper important de considérer que ces éléments que vous nommez comme climat, soleil, eau et terre, ils ont une dimension qui est plus large que leur présence physique sur la Terre. Ils sont comme tous les éléments du vivant sur la Terre en relation avec le cosmos. Et cette relation avec le cosmos, elle est active à chaque instant, tous les jours, dans chaque cellule du vivant, et y compris dans chaque cellule du végétal. Mais également dans chaque cellule d'un humain ou d'un animal, hein, ou même d'une pierre. Ça existe à la vitesse de 100 000 coups par seconde, la réaction avec le cosmos, hein, par cellule. Donc c'est hyper important de considérer que cette dimension est plus large que la présence physique des éléments concernés par l'agronomie du végétal. Et que dans la conception des procédés agro-nature, on est capable à chaque instant d'aller chercher cette dimension pour la rendre active et structurante de la cellule du végétal. Parce que c'est là,
c'est le rôle de la lumière, et ce rôle de la lumière, il prend sa source dans sa relation au cosmos. Et c'est le facteur d'évolution du vivant, tout en étant en interaction avec son information d'origine, qui permet de structurer la cellule dans une structure de matière qui ne peut pas dériver vers la maladie. C'est par la qualité de la structure de la matière accumulée dans la cellule que vous allez structurer un végétal qui ne peut pas dériver vers la maladie. Et c'est vrai aussi pour l'homme et l'animal, pour tous les éléments du vivant, mais c'est plus ou moins complexe selon la structure de l'organisme vivant. Et à la grande chance du végétal, le végétal, on peut considérer immortel au stade de la Terre, puisqu'il se reproduit à partir de la semence, et qu'il n'a pas à aller faire des séjours dans l'au-delà pour revenir sous une forme plus structurée. Vous comprenez ? L'incarnation humaine, elle est quand même liée à un stade de rupture à un moment donné sur la partie physique existentielle du corps humain et de la cellule humaine, et ce que ne vit pas le végétal. Donc la complexité de l'animal et l'humain n'est pas le quotidien du végétal. C'est un peu plus simple. Sachant quand même que le végétal est en relation avec le monde animal par toute la vie du sol. Et que c'est en partie cette vie du sol qui va structurer correctement la matière construite dans le végétal. On va, par le biais de la photosynthèse, de ces phases d'acquisition de lumière et de restructuration de cette matière sèche par réduction, par acquisition de réduction. Donc en gros, dans l'agronomie, on peut parler de... comment on peut dire ça simplement ? Dans l'agronomie, c'est la science de l'agriculture, mais plus on va vers l'agronomie naturelle, plus on va vers des choses qui sont proches de la nature, plus on a besoin d'une interaction humaine dans cette mise en place d'agronomie naturelle. Et l'élément moteur et structurant de cette interaction, c'est l'agriculteur. D'où l'importance de faire accéder l'agriculteur à une certaine prise de conscience de son rôle dans les éléments qu'il va mettre en interaction avec sa culture. Alors l'idéal étant de le faire passer par une connaissance de la méditation et de la structuration de l'intention, entre l'intention et la pratique et la décision de l'action. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire simplement. Donc, chez AgroNature, on utilise un procédé assez simple, qui est basique, et qui le ramène un peu à ce qu'il fait en agriculture conventionnelle. On essaye de lui faire prendre conscience de faire une analyse de sol sur sa parcelle pour connaître l'état des lieux avant de décider. Et c'est quelque part poser un moment, un acte de réflexion, s'il le veut. Alors, ça coûte 120 € hors taxe ou 144 € TTC, c'est pas insurmontable. Bon, nous, on n'est pas un organisme qui font cadeau de cette analyse à l'agriculteur, mais déjà, c'est lui faire décider de faire une analyse de sol, c'est une première intention. Et la deuxième intention, c'est d'appliquer le diagnostic qu'on va essayer de lui donner. Ça veut dire qu'il a fait un premier pas. Mais s'il ne l'a pas compris, si on n'a pas pris assez de temps à lui expliquer le résultat de l'analyse, généralement, ça ne déclenche pas assez fortement une prise d'action conscientisée fermement. Donc il faut prendre le temps de faire conscientiser l'analyse, de la regarder objectivement et de décider derrière comment on va aménager son sol. Et c'est des choses sur lesquelles on passe trop vite, généralement. Et qu'on ne prend pas assez en avance. C'est-à-dire, il faut le faire avec un an d'avance, quoi. C'est l'idéal.
et faire au moins 2 petites rencontres pour... et là, alors, je fais adopter à mes agents aujourd'hui une méthode encore un peu plus poussée. C'est, je leur demande aux agriculteurs qui font une analyse d'inviter 4 ou 5 agriculteurs autour de chez eux avec qui ils sont en relation ou pas, à la restitution de leur analyse, pour échanger et pour expliquer un peu plus largement et pour les rassurer dans leur milieu. Vous comprenez ? Et pour moi, c'est très important que les agriculteurs se sentent capables d'assumer leurs faits, leurs gestes et leurs actions, et donc leurs décisions et leurs intentions envers leur voisinage. C'est quelque chose de très important. Sinon, c'est très difficile pour un agriculteur d'évoluer tout seul. Alors, ce n'est pas quelque chose que je pratiquais quand j'étais agriculteur. J'ai été très longtemps copié par beaucoup de gens parce que j'étais assez avant-gardiste, j'avançais sur des procédés et malheureusement les gens ne connaissaient pas ce que je faisais et ils essayaient de me copier bêtement. Et globalement, c'est vraiment le problème de l'agriculteur. Ils veulent toujours copier celui qui va bien avec des moyens qui ne sont pas les bons, quoi, où ils ne veulent pas mettre le montant qu'il faut mettre, quoi. Et globalement, moi j'utilisais depuis toujours des solutions d'oligo-éléments que j'avais plus ou moins créées avec des laborantins, des choses comme ça. Et j'utilisais tout un tas de choses qui me permettaient d'avancer rapidement sur la qualité de mes sols et avec des résultats importants en culture. Et donc mes concurrents producteurs de melons, ils voyaient bien que ça marchait chez moi, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et ils osaient jamais me demander quoi que ce soit. Alors, ils venaient voir mes cultures en cachette, enfin bon, c'était des trucs... mais comme ça existe partout, hein, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Donc, d'où l'idée de partager directement à partir de l'analyse de sol pour un agriculteur avec ses voisins ou ses collègues, ses concurrents, d'un groupe de CUMA, d'un groupe de... tout ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai pas de... Voir des collègues qui n'ont pas du tout la même activité, hein, des éleveurs, parce que de toute façon, on va leur faire développer des relations avec ces gens-là. Puisqu'on va les amener à essayer de produire du compost, ils auront besoin d'éleveurs, de récupérer de la paille, de récupérer du miscanthus, et donc d'entrée, il faut les mettre en relation avec les gens qui vont leur amener ça. Et c'est un bon outil de fonctionnement. Après, dans l'agronomie, le plus important pour un agriculteur, c'est vraiment d'être très présent dans son activité au quotidien et à chaque instant d'être suffisamment observateur pour voir les évolutions, ce qui va, ce qui ne va pas, et être capable d'apporter par sa connaissance et par sa prise de conscience, les solutions adaptées. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les cultures. Hein. Ce qui est vrai sur de la vigne, du melon ou de la tomate ou je ne sais pas quoi, ça ne l'est pas forcément sur du chanvre ou du blé. Ce n'est pas les mêmes choses. Hein. On n'a pas le même système d'intervention. Mais globalement, dans l'agronomie naturelle en général, si vous n'avez pas anticipé tout ce qui peut arriver à votre culture, vous allez passer à côté. En gros, la base, elle est là. Anticiper. Donc ça, pour bien anticiper, il faut bien connaître sa culture. Et bien connaître sa culture, c'est connaître ses besoins et connaître les corrections à apporter à un sol quand il n'est pas conforme à l'objectif de la culture. Si déjà vous ne maîtrisez pas ça, vous n'allez pas pouvoir sécuriser l'agriculteur dans sa procédure. Donc tout ça, c'est l'analyse de sol, c'est faire prendre conscience à l'agriculteur des déséquilibres de son sol par rapport à le besoin de sa culture. Et puis après, c'est de mettre en place une stratégie d'intervention et de l'appliquer. Et là, le rôle de l'agriculteur, il est primordial. Parce que de toute façon, s'il ne prend pas les bonnes décisions, vous êtes sûr que ça ne va pas aller au bout. Pas correctement. Et globalement, il n'y a pas pire qu'un agriculteur déçu d'un résultat. Il n'y a pas mieux qu'un agriculteur satisfait du résultat.
chez un agriculteur, mais éventuellement sans parler d'argent. Hein. L'argent n'est qu'un moyen ou une solution ou qu'un résultat matériel. Mais un agriculteur, il veut d'abord avoir une belle culture. Et s'il n'a pas une belle culture, il n'est jamais content. Et s'il a une belle culture et qu'en plus qu'il y a un résultat économique intéressant, mais vous n'aurez jamais de problème avec cet agriculteur-là. Et ça va être votre meilleur ambassadeur. Donc c'est là où il est important d'enclencher ça bien avant la mise en culture, quoi. Par la connaissance de ce qu'il va faire. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, sachant que l'agriculteur est quand même l'élément crucial qui va mettre en place et faire la culture. Et donc, c'est quand même lui qu'il faut convaincre de réaliser tous les éléments de connaissance de son projet de culture. OK ? Alors, ça, c'est une méthode d'approche. Les agriculteurs, donc moi, dans nature, je mets vie, cosmos, lumière, et je mets tout le reste. Donc tout le reste, c'est toutes les conditions climatiques, mais surtout les hommes. Parce que vous savez, l'agriculture, elle s'est sédentarisée il y a 30 000 ans à peu près, vers la région de la Mésopotamie, où on a les gens d'une tribu qu'on appelle les Yézidis aujourd'hui, qui ont été combattus par Daesh là, à mort. Ils avaient un dieu qui s'appelait Zoroastre et qui leur a appris à faire l'agriculture en passant d'un statut de cueilleur-pêcheur à un statut d'agriculteur. Il leur a appris à cultiver le sol. Alors ça, c'est la légende. Mais en clair, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'agriculture sédentaire et sédentarisée, elle n'est possible que si on prend soin du lieu dans lequel on veut l'appliquer. Quelle est la problématique aujourd'hui pour faire de l'agronomie naturelle ? C'est tout simplement que les pratiques d'agriculture conventionnelle ne permettent pas au sol de rester fertile. Alors qu'une agriculture naturelle, elle enrichit son sol et elle améliore la qualité du sol pour faire de l'agriculture. Puisque une forêt, qui est l'exemple même de l'agronomie naturelle, autonome, complètement autonome, mais la forêt aujourd'hui, dans nos zones tempérées, la forêt est le climax naturel de nos lieux tempérés. C'est-à-dire que si on laisse le végétal aller à lui-même, la forêt va revenir partout, dans nos régions. Encore aujourd'hui, mais ça ne durera peut-être pas, on ne sait pas. Alors que depuis qu'on pratique l'agriculture conventionnelle, on s'aperçoit qu'il faut toujours apporter de plus en plus d'éléments et que ces éléments, ils détruisent une partie de l'équilibre naturel des sols pour aider la production végétale et pour accompagner la production végétale. L'équilibre naturel d'un sol, on l'abordera tout à l'heure en fin de matinée, vous allez voir, c'est complètement autre chose que d'apporter des engrais. Des engrais ont été la solution à une présentation qu'avait fait un chercheur à la fin du 19e siècle qui s'appelait von Liebig et qui disait qu'une plante sur un sol prélevait tant et tant d'éléments. Il avait cherché toute sa vie combien d'éléments un végétal exportait du sol. Et les moyens de mesure qu'il avait à l'époque ne lui permettaient pas vraiment de savoir, donc il jouait par balance, par comptage miroir, enfin bon, c'est des trucs de... il disait, il y a tant de N, tant de P, tant de K, tant de CA, tant de... Mais il y avait plein de choses qu'il avait complètement oubliées, dont la plus importante, qui était l'humus. L'humus étant le solde de l'évolution de la roche-mère par les argiles, en libération d'argile, qui, libération d'argile, libère des cations, et qui s'agglutine avec les déchets végétaux organiques du sol
qui sont également électronégatifs comme l'argile, et qui, par leur décomposition, ont une certaine partie qui est insoluble et qui va constituer un humus stable. Et on s'est aperçu, et la logique depuis 20-30 ans est d'autant plus précise aujourd'hui par rapport à ça, que plus on ajoute des engrais chimiques et de l'azote, par exemple, parce que c'est quand même l'un des composants qu'on ajoute le plus, et plus on appauvrit le sol en humus. Mais comme un gramme d'humus stable dans le sol, ça tient 20 grammes d'eau, avec tous les minéraux libérés de la roche-mère qui vont avec, quand on enlève 1 gramme d'humus, on enlève 20 grammes de réserve en eau. Et 20 grammes de réserve en eau, c'est 20 grammes de solution du sol qui peuvent aider la plante dans sa structure de matière sèche. Pourquoi? Parce que l'acquisition d'énergie et de minéraux pour le végétal, c'est une réaction d'oxydoréduction entre l'oxydation la journée et la réduction qui remonte la nuit et qui structure la matière sèche. Comment tu expliques, pardon, qu'on dit qu'un gramme d'humus, ça tient 20 grammes d'eau? C'est-à-dire, comment ça marche? Parce que l'humus, c'est des carbones, c'est des atomes de carbone avec 5 branches qui ont tous des accords avec des oxygènes hydrogènes simples ou doublés. C'est-à-dire soit c'est des COOH, soit des COH, soit des H+, soit des O-, mais il y a toujours O et H en lien avec un carbone. Ça veut dire que par les connexions atomiques et donc à chaque fois, on a toujours de l'eau qui est liée à ces connexions électriques. Et on a parfois des chaînes comme ça qui durent une éternité. Et de temps en temps, il y a un N, de temps en temps, il y a un autre radical qui s'accroche. Et c'est ça qui structure dans le sol la réserve en eau du sol et la réserve en éléments minéraux. Que d'autres molécules ne sont pas capables de faire, c'est ça? Il n'y a aucune autre molécule capable de le faire. Il n'y a que le carbone qui sont capables de le faire. Puisque le carbone, son principe, c'est d'avoir 5 radicaux en liaison directe sur son atome de C et de développer des chaînes importantes sur chacun de ces atomes ce qui entrelace tout un tas d'éléments supplémentaires, dont de l'eau. Et ce carbone, on le retrouve que dans l'humus? Plus il est dans l'humus stable, plus il est riche. D'accord. Donc plus il est riche, plus il est capable de... Alors plus il est isolé, alors moins il a des chaînes longues en liaison. Donc ça, il y a des recherches qui ont été faites. Je pourrais vous en citer, il faudrait que je reprenne, mais c'est assez complexe à comprendre à l'origine. Et puis après, on comprend de plus en plus. Mais quand j'ai fait, moi, ma recherche sur un produit que j'appelle aujourd'hui l'Humacil Gold, par exemple, qui est un produit purement humique, qui est 75% d'humus pur issu de bois qui ont lignifié sous terre pendant 70 millions d'années, comme le charbon, puisque ça date de l'extinction des dinosaures, les carrières de charbon qu'on exploite aujourd'hui, qui sont des forêts qui ont brûlé, qui sont, par des tremblements de terre, enfouis sous terre, sous des pressions plus ou moins importantes. Et donc l'humus que j'utilise dans Humacil Gold, c'est un humus qui est issu de forêts, donc, qui ont été carbonisés et étouffés par des volcans, par des enfouissements brutaux. Et donc ce bois, il n'a pas subi la haute pression qu'a subi le charbon, qui sert d'énergie calorifique aujourd'hui, parce qu'il a eu moins de pression. Et donc le carbone est resté relativement ouvert, et il a sédimenté longtemps, ce qui lui donne une qualité en potentiel de réduction, puisque la réduction vient de l'intérieur de la terre, et elle remonte vers le végétal. Et donc ce carbone qui est dans, cet humus qui est dans les sédiments, il a acquis un potentiel réducteur beaucoup plus important parce qu'il a été sédimenté sous terre. Et aujourd'hui, quand vous le mettez j'ai fait des tests moi, sur la terre, vous l'étendez sur la terre et vous laissez, ne serait-ce que la rosée l'humifier, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Vous verriez, c'est impressionnant.
Ça gonfle, c'est assez impressionnant. On voit que ça prend directement l'eau, quoi. Et au fur et à mesure qu'il prend de l'eau, ben, il prend d'autres éléments, tout ce qui est présent. Et si vous êtes dans un sol qui est très bien structuré, il va prendre l'équilibre nécessaire au végétal. Et c'est ce qui va servir de tampon au végétal dans les phases de sécheresse du sol. Comprenez? Bon, on y reviendra un peu après, mais je voulais vous l'intégrer à l'agronomie. Et le problème de... Quand j'ai commencé mes expérimentations sur les procédés d'agronomie naturelle, ma problématique, c'était d'avoir essentiellement de l'expérimentation dans des sols conventionnels où la pauvreté en humus était telle que c'était catastrophique, quoi. On n'avait pas de réaction, pas de présence des principes actifs de manière rémanente. Ça intervenait, puis tout d'un coup ça s'arrêtait, puis ça... Et donc la solution, ça a été d'apporter l'Humacil Gold. Et dès que j'ai eu apporté 100 kg/ha d'Humacil Gold dans 1 tonne de compost, c'était merveilleux. Et donc aujourd'hui, si vous voulez que les sols reprennent le développement d'une vie agronomique naturelle effective, il faut améliorer leur statut humique. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et si vous voulez que ça dure, il faut vous interdire tout emploi de produits chimiques. Parce que tous les produits chimiques brûlent de l'humus. Parce qu'ils n'en ont pas. Et tous les produits chimiques, qu'ils soient engrais synthétiques, pesticides, tout ce que vous voulez, sont des produits qui ont un taux d'oxydation très élevé, enfin qui ont un niveau d'oxydation très élevé, avec des énergies de liaison qui sont pas capables, que la nature n'est pas capable de digérer naturellement, et donc qui brûlent de l'humus pour être déstabilisés. Vous savez, en atomique, on calcule la demi-vie d'un produit par sa dégradation atomique propre, puisque dans un atome, vous avez un certain nombre d'éléments entre les neutrons, les protons et les électrons qui sont autour de l'atome, et vous avez une perte d'éléments qui est dans le temps. Hein, et un élément se transforme en un autre par perte de ses principes. Et quand vous attaquez l'agronomie naturelle et que vous avez des produits conventionnels mélangés à vos principes actifs, vous apercevez que vos principes actifs, ils fonctionnent bien, puis tout d'un coup, ils s'arrêtent de fonctionner parce que le produit chimique, il a tout brassé comme il ne fallait pas et ça ne marche pas. Tout simplement, c'est que dans la vie naturelle et dans cette réaction d'oxydoréduction, il y a un potentiel redox de chaque élément qui correspond à son niveau d'activité et d'échange d'électrons, et que ce potentiel redox est crucial à respecter si vous voulez rester dans le domaine de l'agronomie naturelle, et qu'il n'y a aucun produit synthétique qui respecte ce potentiel redox. Ça, vous pouvez en être sûr. Tous les produits synthétiques sont préleveurs d'électrons et tous les produits naturels sont donneurs d'électrons. Ça, c'est systématique. Donc, ce que je voulais ajouter avant de démarrer, et je vais le faire, je vais essayer. Je vais mettre au milieu la vie, je vais mettre à droite l'énergie, les principes énergie, hein. Et à gauche, je vais mettre quelque chose qui est plus théorique, la physique quantique. Tout ça pourquoi? Parce que c'est pour vous dire que dans le vivant, tout est présent en même temps et que tout a un rôle. Et que la plus belle représentation de la physique quantique aujourd'hui pour moi, c'est le cosmos. La plus belle représentation de la vie, c'est la nature. On peut pas. Et la plus belle représentation de l'énergie, on a toujours des difficultés à l'imaginer, qu'est-ce que ça peut être.
Mais c'est quelque chose qui est entre la vie et la physique quantique et qui est sûrement en même temps quelque chose qu'il faut arriver à déterminer et à comprendre pour saisir l'importance que ça peut avoir dans la réalité des choses du vivant. Et notamment la constitution d'un organisme qui est pleinement naturel et qui est totalement autosuffisant pour sa croissance et sa santé. Pour moi, l'agronomie naturelle, c'est en production végétale, c'est produire des végétaux qui sont capables de tout trouver dans le sol où ils sont cultivés et d'être capables d'émettre toutes les fonctions qui leur permettent d'être en pleine santé, mais en pleine vitalité également. Et l'énergie, ça a un rôle dans la vitalité, mais on ne sait pas trop comment on détermine cette vitalité aujourd'hui. Hein? Mais je veux absolument que, au fur et à mesure qu'on va avancer sur le procédé agronature, on puisse identifier pour vous qu'est-ce qu'est l'un, qu'est-ce qu'est l'autre. Ici, dans la physique quantique aujourd'hui, ce qui m'a permis d'avancer un peu plus par rapport à ça, c'est un chercheur que je connais très bien, c'est Nassim Haramein, qui est quelqu'un qui a démontré que ce qu'il appelait la résonance, et ce que moi j'appelle aujourd'hui la résonance bioquantique, c'était la somme de tout ce qui se passait dans le vivant en lien avec l'information originelle du cosmos, traduite en acquisition dans la matière. On essaiera de cadrer ça dans votre... Je veux utiliser ça aujourd'hui parce que c'est une présentation que je vais peut-être mettre au point dans le temps. Et pour faire comprendre de manière subtile mais précise comment tout est lié. Et comment... Parce qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de parler aux gens des choses telles qu'elles sont, mais il faut les présenter simplement. Et la problématique, c'est de parler tout ça en même temps, ben, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est pas facile à le rendre compréhensible et acceptable. Hein? La vie, ben, pour moi, la vie, c'est quand vous réussissez ce que vous souhaitez faire de manière pleine et efficace. Autrement dit, si vous avez une culture végétale que vous voulez faire et vous dites j'attends tel rendement, mais surtout avec telle qualité et sur le plan vibratoire j'en attends des éléments supplémentaires, ben si vous arrivez à tout faire en même temps de manière totalement efficace, c'est un très beau résultat. Et pour moi, la vie, c'est ça aujourd'hui. C'est être capable de produire des végétaux qui sont riches, équilibrés, expressifs en qualité, mais également avec une richesse vibratoire pour en garantir la durée dans le temps. On verra, je vous parlerai des quelques recherches qui permettent de démontrer ça. Et puis sur les principes d'énergie, bon, c'est la qualité vibratoire. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule mesure pour le faire que je mesure moi avec un pendule, c'est l'énergie en unité bovis. Et je vais vous donner un simple exemple. On a mis au point un traitement de l'eau à partir d'un filtre qui filtre à 1 micron la flotte et qui la restructure derrière par un réacteur quantique et un aquacristal qui est un appareil de restructuration mais pour le végétal. Et une eau du réseau d'eau chargée en chlore, elle est globalement en moyenne entre 2 et 5000 unités bovis au départ. Ça dépend de la densité de chlore, de la qualité de l'eau, de plein de choses. Elle est entre 2 et 5000 unités bovis. Et quand elle ressort de l'appareil, elle est aujourd'hui à 20 millions d'unités bovis. Et il n'y a plus de chlore et il n'y a plus rien dedans. Enfin, il n'y a plus rien qui gêne. D'accord ? Et le résultat, c'est qu'en termes d'irrigation des végétaux, on utilise entre 60 et 80% d'eau en moins, avec des résultats supérieurs dans le végétal. Bon, je viens de mettre en place un petit filtre comme ça
chez une grosse exploitation en Vendée, là. Et ils croyaient avoir une eau de qualité exceptionnelle. Et donc moi j'ai mesuré l'eau avant, elle était à 3000 unités Bovis, donc c'est en dessous, sachant que dans l'échelle de Bovis qui va de 0 à 10 000, l'échelle théorique de Bovis, alors, qui a été mis au point par ce chercheur, Bovis, et qui est une échelle relativiste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas précise en soi, mais elle est constamment juste. Et elle donne une échelle de valeur. Donc la règle de Bovis, c'est ça. Donc elle part de 0, elle va jusqu'à 10 000. Et donc la qualité minimum pour le vivant est à 6500 unités Bovis. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus est favorable au vivant, tout ce qui est en dessous, c'est prévert pour le vivant. Quand je dis prévert, c'est néfaste. Donc quand vous avez une eau à 3000, c'est pas terrible, quoi. C'est pas une eau extraordinaire. Eh bien, j'ai pas été mesurer l'eau en sortie aujourd'hui, mais le filtre, pour vous donner un ordre d'idée, le filtre, il est à 6 microns, parce qu'à 1 micron, ça cassait trop le débit. On l'a mis à 6 microns. Il contre-lave toutes les minutes. Et il me dit, en 1 minute, il est passé de la pression maximum, il a descendu d'un bar de pression en 1 minute. Et donc c'est la baisse de pression qui déclenche le lavage. Donc le contre-lavage, c'est une sucette qui lave le tamis et qui éjecte la saleté. Et il croyait avoir de l'eau propre. Et je lui dis, si vous mettez un tamis de 1 micron, il contre-lavera tout le temps. Tellement il y a de saleté dans votre flotte. Donc vous comprenez qu'une eau comme ça, mais l'eau du réseau d'eau, par endroits, elle est aussi sale. J'ai une filtration en Haute-Marne où c'était avec des filtres cartouches avant d'être ce que ça va être prochainement. Ça bouchait les filtres cartouches. Il y avait du noir dans les filtres cartouches et c'était de l'eau potable. Vous imaginez la qualité de l'eau? C'est monstrueux. On nous sert une qualité d'eau théoriquement potable sur des valeurs qui n'ont aucun sens sur la vie biologique de la cellule humaine. Aucun sens. Donc, quand on dit ça à des initiés ou à des gens qui savent de quoi on parle, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais imaginez qu'il y a un ingénieur de l'eau dans la salle. Je vais me faire incendier, je vais être calomnié, je vais avoir une plainte, quelque chose. Et je serai condamné. Parce que la loi, elle autorise cette qualité d'eau potable. Et donc, on n'a pas le droit de la contester. Donc, vous voyez la difficulté de parler de... Je cite simplement ça parce que la difficulté de parler d'agronomie naturelle, elle est liée aussi à tout ce contexte des lobbies de la chimie et de l'industrie qui font que les choses, en l'état, elles ne sont pas contestables. Et que les preuves qu'on apporte par les unités Bovis et tout ça, ce n'est pas recevable pour eux. OK ? On va avancer sur maintenant les procédés agronature à partir des bases scientifiques. Donc je vais... Donc, je vous mets tout d'un seul coup. Au départ, l'agronomie naturelle, pour moi, c'était un concept de productivité, d'écologie et de nature. L'objet était d'accompagner les agriculteurs vers pas de chimie et d'exprimer le potentiel du bio au champ et dans les assiettes. Et puis la base, quand j'ai commencé à faire quelques présentations auprès d'agriculteurs, je me suis rendu compte qu'il fallait des bases scientifiques parce que quand vous alliez voir quelques gens dans des grosses boîtes et que vous parliez de principes actifs naturels, et ils vous disaient perlimpinpin.
poudre de perlimpinpin. Et donc, ah bah oui, c'est à l'époque, il y a 20 ans, imaginez, on était considérés comme des gourous, quoi, hein, en gros. Même pour certains encore, mais ça, on s'en fout, c'est pas un problème. Donc, j'en suis toujours resté là, mais les 4 fondements scientifiques que j'utilise, c'est la mémoire de l'eau de Benveniste, la bioélectronique de l'eau de Vincent, la biologie de la lumière de Pope et la résonance bioquantique. Donc, si vous voulez, la mémoire de l'eau, c'est important parce que l'eau est vraiment le substrat qui permet de faire passer tout un tas d'informations dans le vivant sans pratiquement la présence des ingrédients que vous voulez faire passer. Et ce qu'on appelle l'homéopathie aujourd'hui, c'est vraiment le premier outil de cette mémoire de l'eau, c'est l'homéopathie, c'est-à-dire comment utiliser un actif sans qu'il soit présent. C'est par la dilution homéopathique. Et Benveniste a été fortement contesté parce que bien sûr l'industrie de la pharmacie voulait l'empêcher d'exprimer son savoir. Et aujourd'hui, ça a été repris par Montagnier et par d'autres, mais globalement, la mémoire de l'eau, c'est la base de tout fonctionnement du vivant. À partir de l'eau qui circule dans la cellule est capable de matérialiser toutes les mémoires structurées dans l'eau. Même si la matière n'est plus présente, la cellule va être capable de reconstruire la matière si elle a les ingrédients pour le faire. Par exemple, si vous mettez une goutte de calcium dans un flacon d'eau totalement pure, hein, déminéralisée, et que vous diluez 10 fois, 20 fois, vous en prenez 1 centilitre que vous remettez dans 1 litre 10 fois, 20 fois, à la fin, il n'y a plus de calcaire, mais il y a la trace électromagnétique du calcaire. Et quand vous mettrez cette goutte d'eau dans une cellule, s'il y a les éléments pour reconstituer le calcaire, il sera reconstitué. Donc ça, c'est la mémoire de l'eau et c'est tous les principes de l'homéopathie aujourd'hui. La bioélectronique de Vincent, c'est un peu plus compliqué. Donc, Vincent, il a été hydrologue à Angers. Il avait, dans son objectif de recherche appliquée, il était dépendant du ministère de la Santé. Il devait démontrer en quelque sorte pourquoi l'eau avait une telle influence sur le vivant par la maladie. Et dans ses conclusions, il a toujours dit qu'on était malade de l'eau que l'on buvait. En clair, si l'eau qu'on boit n'est pas bonne, on aura la maladie que va nous transmettre l'eau. Et c'est lui qui a le plus démontré le potentiel redox et le fonctionnement de l'oxydoréduction. En gros, aujourd'hui, on connaît de la BEV, de la bioélectronique de Vincent, on connaît le RH2 essentiellement, qui est un outil de mesure des liquides pour leur capacité à être favorable au vivant. En gros, c'est ça. Mais globalement, par exemple, moi, je me suis servi de la bioélectronique de Vincent pour réaliser tous mes produits issus de végétaux. Et je les ai tous stabilisés à un niveau de redox bien inférieur au niveau du vivant pour qu'ils soient fortement donneurs d'électrons. Bon, c'est une technique, on démarre une collaboration là avec l'IRD avec un chercheur qui s'occupe de BEV et de redox et qui a développé des fonctions liées au potentiel hydrogène dans les sols et pour les plantes, pour les végétaux. Donc on va faire une série de mesures et d'analyses et on verra ce que ça donne en intérêt. C'est le pH, mais le potentiel hydrogène, c'est la quantité d'H+, sachant que le H+, est l'électron qui donne le plus de réduction dans la cellule. Est-ce que ça revient au pH?
Non, mais le pH est une mesure à un moment donné, alors que le RH2 est une réaction avec la mesure du pH. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent dans la fonction. En fait, le potentiel hydrogène, quand je dis le pH, le pH mesuré, c'est une mesure chimique, donc, qui qualifie de l'état basique ou acide de la solution et du milieu. Alors que le potentiel hydrogène, c'est la capacité à donner des électrons H+. Et c'est en donnant des électrons H+, que vous augmentez le potentiel de réduction dans le végétal. D'accord? C'est très lié au pH. Et plus le pH est élevé, moins ça va vite. En fait, c'est là où on s'aperçoit que la cinétique dans les sols, elle est fortement liée au pH. Plus on a un pH élevé, plus la circulation des cations et des anions est lente. Et donc plus il faut de réserve. Donc le potentiel redox, pour imaginer un peu la chose, aujourd'hui dans le vivant, le potentiel moyen, il est entre 250 et 350 électronvolts. Le potentiel en général dans le vivant, il va de moins 800 électronvolts à plus 800 électronvolts. Et quand on chlore l'eau, on met du chlore dans l'eau, et si vous allez jusqu'au bout de la fonction du chlore, vous saturez le potentiel redox de l'eau, il n'y a plus de vie possible. D'accord? Et l'effet du chlore dans l'eau potable, c'est la même chose. Ça supprime la vie, les bactéries. Mais ça supprime la vie dans tous les sens du terme. Et si vous remettez du végétal, vous allez reconstruire le potentiel redox parce que le végétal va donner des électrons à l'eau et va remettre le potentiel à son niveau moyen normal. Un végétal, il acquiert de la lumière, de l'énergie à partir de la lumière, et il la stocke et la transforme sous différentes formes. Mais cette acquisition d'énergie lumineuse est une oxydation. Et il faut qu'elle soit compensée la nuit, en phase sombre, par une acquisition de réduction qui vient avec la solution du sol. Et c'est la plus grosse problématique à faire comprendre aux agriculteurs, c'est ça. C'est que, parce qu'un végétal qui n'a pas d'équilibre entre son oxydation et sa réduction la nuit, le lendemain, il va s'auto-programmer avec moins d'acquisition pour ne pas prendre de risques. C'est automatique. La génétique du végétal le programme comme ça. Et moins il y a de réduction, moins il y aura d'acquisition. Et c'est à tous les jours évolutif. Mais c'est automatique. C'est pas l'agriculteur qui décide. Ça se fait tout seul. Donc, il est extrêmement important de comprendre que si un végétal n'a pas son potentiel de réduction assuré par la solution du sol, le lendemain, il acquiert moins d'énergie. Et au résultat de la culture, vous aurez moins de matière sèche de créer, et donc moins d'équilibre. Plus vous êtes dans l'acquisition d'énergie limitée, plus vous êtes dans le déséquilibre. Parce que le déséquilibre va avec le manque d'énergie. C'est concomitant. C'est pour ça que c'est important de toujours prendre ces trois références en même temps. Ça veut dire que si votre énergie n'est pas suffisante à l'acquisition, pas suffisamment équilibrée par la réduction, vous aurez perte d'équilibre, perte d'énergie et perte d'acquisition. Mais ça commence par la perte d'équilibre, par la perte d'énergie et la perte d'acquisition. On continue ? La biologie de la lumière de Pope. Pope découvre les biophotons dans l'ADN dans les années 80. Les biophotons régulent le métabolisme cellulaire. Ça a été... Alors Pope, il a démontré plein de choses. Vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-unes derrière. Il a passé beaucoup de temps à essayer de démontrer que la lumière était le critère le plus important
dans la structure du végétal. Et que c'était la quantité de biophotons qui circulaient sur l'ADN qui déterminait la qualité de l'énergie dans la structure. Bon, je vais essayer de vous le réexpliquer simplement sur les images qu'on va voir derrière. Donc le principe d'énergie acquise n'est pas différent de la lumière synthétisée. Et l'énergie et l'information précèdent toujours la matière. Donc là, c'est pour vous ramener à ce truc-là, là, encore un peu plus. La lumière, elle est prépondérante pour la qualité de l'énergie. Pourquoi? Parce que la lumière a une cohérence qu'elle est capable de transmettre à l'énergie. Et sans la cohérence de la lumière dans l'énergie, vous n'avez pas de stabilité dans l'énergie. Et la matière qui se structure dans une cellule du végétal, elle est d'abord une source d'information qui vient du cosmos, qui est véhiculée par la lumière et qui est structurée en énergie par la feuille du végétal. Mais ce n'est pas différent de ça. Autrement dit, la qualité de la matière dans le végétal, elle est dépendante de la qualité de l'information et de la lumière qui la véhicule. Et si possible, cette matière, si elle reste totalement naturelle, elle est capable de redevenir ce qu'elle était au départ, une information. Et elle est capable de retrouver en permanence l'information qui va la garder structurée. D'où l'importance d'avoir une réaction de l'information de lumière très, très bien structurée dans le végétal, pour qu'elle garde toutes ces informations d'origine et qu'elle soit capable de les exploiter en permanence. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Donc c'est des photons qui transportent. Tu vas le voir après, je vais te l'expliquer. Je vais d'abord passer sur un schéma de présentation de ce qu'est la lumière selon les sciences. D'accord? Parce que c'est important de ne pas s'éloigner non plus du domaine scientifique. Donc la lumière, c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand en termes de longueur d'onde. Longueur d'onde, elles sont là. Avec la qualification des différentes longueurs d'onde, des fréquences et également de l'énergie du photon. Puisqu'à chaque longueur d'onde et à chaque fréquence correspond une énergie spécifique du photon. Mais ce que je vais ajouter là, donc là vous avez le domaine du visible. Vous voyez qu'il est assez petit. Et on considère qu'il y a 7 couleurs dans le visible. Et quand vous écoutez Fernando, il vous explique qu'entre deux couleurs du visible, il y a 270 millions de longueurs d'onde différentes. Et donc 270 millions de couleurs différentes. Donc il y a énormément de longueurs d'onde de l'infini à l'infini. Et elles ont tout un rôle dans le vivant. Positif ou négatif pour certaines. Mais l'ensemble est nécessaire et indispensable. Et notamment, les UV ont été très étudiés et les UV ont des rôles primordiaux dans le vivant. Quand on utilise un bactéricide UVC, par exemple, on utilise une longueur d'onde dans les UVC très précise, autour des 270, je crois que c'est 200, je ne sais pas si c'est 268 ou 273 nanomètres qui va tuer toutes les bactéries dans l'eau. Sans altérer la qualité de l'eau. Comment? Sans altérer la qualité de l'eau. Si on la restructure derrière, on la remet à son équilibre. Et donc le visible, il est là dans la ligne en bleu. Donc on est entre 390 nanomètres et 750 nanomètres en termes de longueur d'onde, avec une énergie du biophoton qui va de 3,2 électronvolts à 1,7. Autrement dit, plus la longueur d'onde est basse, plus l'énergie du biophoton est importante. Et donc, en clair, pour moi, les énergies qui sont en dessous le vivant, en dessous le visible,
sont bien plus importantes que celles qui sont au-dessus, parce que le biophoton est bien plus énergétique. Et globalement, il a une capacité à fournir une énergie encore plus cohérente, parce que plus la longueur d'onde est courte, plus on a une cohérence dans l'énergie, et plus on a une puissance qui va durer dans le temps. Donc plus on s'approche de rayons X, rayons gamma, plus c'est puissant. Oui, mais là, c'est des rayons qui sont dangereux à manipuler. Mais dans la théorie... Mais dans la théorie, c'est ça. Plus on est dans les courtes en longueur d'onde et fréquences basses, plus c'est puissant. Et les longueurs d'onde, les sons qu'on entend, c'est aussi des fréquences et les sons, c'est au-dessus du visible. Hein. Du coup, là, si on prend le tableau, ce serait où les sons? Bon, les sons, ça va dans l'infrarouge. Par exemple, les analyses structurelles des fruits, par exemple, elles se font à partir de l'infrarouge. Mais les ondes radioélectriques, c'est là, vous voyez. La musique, c'est là. Ça va les grands. D'accord, donc la musique, c'est là, c'est dans infrarouge et ondes radioélectriques. Infrarouge et au-dessus. Oh, c'est plutôt les gigahertz, hein, la musique. Hein. D'accord. Toutes les radios, comment on dit là, les radios basse fréquence, là, elles sont dans les gigahertz. Et du coup, parce que le tableau du bas, je vois terahertz, micro-ondes, ondes radio. Ouais. C'est du coup, ondes radio, par exemple, par rapport à ça, c'est dans ondes radioélectriques? Oui, c'est là, c'est à partir de 30 GHz, ça va mégahertz, kilohertz. Okay. Les grandes ondes, c'est des kilohertz. Les radios grandes ondes, c'est des kilohertz. Mais c'est moins précis, parce que plus la longueur d'onde est grande et la fréquence importante, plus elle s'éteint dans le temps. Elle va moins loin. C'est pour ça qu'il y a des radios ondes courtes. Tous les systèmes de radio internationaux, ils sont en ondes courtes pour aller plus loin. Mais le plus important pour moi là-dedans, c'est pas de qualifier les ondes, c'est de dire que l'énergie du photon est liée à la longueur d'onde de la lumière reçue. Et que le végétal est capable de recevoir toutes les longueurs d'onde du système dont il a besoin. Hein. Un laser, on est dans les rayons X. Un faisceau laser. Le laser est l'application quantique la plus ancienne de la lumière. Les appareils d'imagerie à résonance magnétique, l'IRM, quand vous faites un IRM, l'appareil il vous tourne autour et il vous prend physiquement en 3D, hein, et il image votre réaction magnétique à la photo qu'il prend. C'est-à-dire que c'est votre résonance magnétique prise en photo à l'instant T où il prend la photo. Mais sous tous les angles, donc il formate votre corps et il formate vos éléments. Si vous trouvez une tumeur, il va pouvoir dimensionner la taille de la tumeur. C'est par des rayons X. OK? Donc la base, c'est de retenir que plus le biophoton il a une fréquence basse de lumière, plus il est énergétique et plus il aura de cohérence.